Une autre leçon aussi qu'on peut tirer de ce livre, c'est que les conditions pour développer un pays reposent sur 3 piliers indissociables. Le premier pilier, un secteur public fort et digne de confiance. Il doit assurer les besoins essentiels: énergie, eau, infrastructures, lutter contre la corruption et garantir la rapidité et la transparence administrative. De telle sorte que, si vous voulez, par exemple, créer une entreprise, ça ne va pas commencer par les commissions qui découragent les jeunes complètement. Et l'État ne doit pas être un État seulement gendarme, mais c'est un État qui doit favoriser les créations d'entreprises, les créations d'emplois. Le second pilier, un secteur privé dynamique et innovant. Il doit créer des emplois, développer l'agriculture et l'industrie et transformer notre logique de consommation en culture de production et de création. Donc, une fois qu'on a un secteur public qui donne un environnement favorable à la production, à la création d'emplois et d'entreprises, maintenant, c'est le tour du secteur privé d'être innovant, de créer des entreprises. Et d'ailleurs, c'est ça l'avantage un peu de l'enseignement aussi à l'ECMA, c'est que les idées de recherche, c'est vraiment nombreux. Et même la diaspora se demande comment on peut aider Madagascar. Il y a des temps de financement qui sont déjà prêts, avec un secteur privé dynamique, innovant. On peut même imaginer un plan Marshall pour redresser notre économie. Et il y a déjà plusieurs projets que la diaspora a envie de mettre en place à Madagascar. Et maintenant, cette période de transition, c'est une occasion de redémarrer, de relancer notre économie. Et voilà donc le second pilier, un secteur privé dynamique et innovant. Après donc le premier pilier, un secteur public fort et digne de confiance. Et le troisième pilier, un système éducatif de qualité. L'éducation doit former des citoyens compétents, responsables et intègres, les véritables bâtisseurs de la nation. Sans éducation solide, technique et morale, aucune société ne peut être juste ni prospère. Donc, le secteur éducatif. Depuis l'enfance jusqu'à l'université, il faut la qualité de ce secteur éducatif. Qualité veut dire à la fois les capacités techniques, puis les qualités morales et éthiques. Morale dans le sens que la personne même, sur le plan moral, est formée. On forme le cœur avant de former l'esprit. Parce que c'est ça la logique. Si c'est seulement, disons, un remplissage de la tête, ça ne peut pas transformer le pays. Mais il faut former le cœur. Et il faut former des bâtisseurs de cette nation. Alors, les étudiants qui auront terminé leur formation auront envie de travailler pour bâtir le pays. Actuellement, la mentalité a complètement changé. Ceux qui arrivent, disons, à sortir du pays vont s'installer à l'étranger. Et ils ne veulent plus revenir à Madagascar. Alors que si on arrive vraiment à apporter les réformes les plus importantes dans l'éducation, cette éducation va être la fierté de Madagascar. On pourra parler de Made in Madagascar. Mais pour le moment, Made in Madagascar, c'est pas possible, étant donné que il n'y a pas d'enchaînement entre l'emploi et la production, disons, de cadres dans notre pays. Et ceci nous emmène donc à la 4e leçon. Nous allons vers une république collégiale décentralisée. Voilà donc le projet de société qui, disons, rassemble un peu les idées de ce livre, de cet ouvrage Question Alternative. L'analyse historique des 4 républiques successives montre que la voie la plus adaptée pour Madagascar serait celle d'une république collégiale décentralisée, fondée sur la participation, la responsabilité et la sagesse collective. J'explique, décentralisée. En effet, nous, à notre âge, notre avantage, c'est que nous avons vécu les 4 républiques. Et pendant la Première République,
Vraiment, Madagascar était au sommet de l'Afrique. Tananarive, c'était une des plus belles villes d'Afrique. Et puis, l'harmonie malgache avait beaucoup de valeur. Et il y avait justement la décentralisation effective, avec des chefs de province qui avaient vraiment l'autorité et le pouvoir pour développer les provinces. Moi-même, comme j'ai grandi à Tuléar, à cette époque-là, je peux dire que c'est pas très loin, disons, des villes européennes à cette époque-là. Et c'était vraiment la fierté, disons, avoir une ville comme Tuléar, c'était la fierté à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment la décentralisation. Par exemple, quand pendant les petites pauses de week-end, on pouvait aller jusqu'à Saqqara, qui est à 100 km de Tuléar, avant d'arriver à Tuléar. Et la route était bonne. On pouvait faire l'aller-retour facilement dans la journée, pique-niquer à Saqqara. Maintenant, si vous allez à Saqqara pour revenir à Tuléar, comme la route est très mauvaise, vous pouvez même des fois crever votre pneu à cause des pierres qui peuvent abîmer les pneus de voiture. Pourquoi? Parce que quand il y a des trous qu'on appelle nids de poules dans le domaine des travaux publics, comme l'intervention n'est pas rapide, ça devient des nids d'éléphants. C'est là le problème. Parce que quand il n'y a pas de décentralisation, c'est l'attentisme qui règne. Alors qu'à cette époque-là, même le budget, il y avait le budget provincial qui a été retiré des provinces. Et tout est centralisé maintenant. Donc décentralisation, c'est vraiment contre la centralisation à outrance qu'on constate aujourd'hui. Collégial, pourquoi collégial? Parce que la direction d'un pays ne peut pas être confiée à une seule personne qui devient comme un roi et qui aspire même à être empereur, des fois, en imaginant la poursuite du pouvoir avec ses enfants. C'est là le problème. C'est le problème de toute l'Afrique. Les dirigeants qui arrivent avec le système présidentiel, là, comme Paul Biya, 8e mandat, il est encore réélu. Pourquoi il est encore réélu? Parce qu'ils sont devenus des maîtres dans les fraudes électorales. À chaque fois, il y a des problèmes. Même Ouattara, en Côte d'Ivoire, 3e mandat, il a déjà effectué. Maintenant, il veut faire 4e mandat. Il va être élu. Parce qu'ils se sont adaptés à toutes les astuces pour garder le pouvoir à vie. C'est là le problème. Est-ce que Madagascar va encore suivre cet exemple, disons, africain? Ou est-ce qu'on va changer? On va aller vers le changement. C'est ce que demande la génération actuelle, la génération Gen Z. Il faut un nouveau système. Et c'est ce nouveau système-là que propose le Christian Alternative. C'est-à-dire, collégial, c'est un peu comme la gouvernance de la Suisse. C'est pas le président qui est le plus important. Si on vous demande quel est le président de la Suisse, tout le monde hésite parce que le président de la Suisse, c'est, disons, une présidence tournante. Tous les ans, ça fonctionne comme le FFKM, tous les ans, le président change. Il faut donner le tour à une autre personne. Le président symbolise seulement l'unité nationale. Mais ce qui, vraiment, le cerveau, c'est un groupe de 7 sages. En Suisse. Le cerveau, ce sera comme un peu la HAE en son temps. C'est un groupe de sages qui viennent des provinces, qui viennent des grands corps de l'État. Pourquoi pas aussi des représentants, disons, religieux aussi, là-dedans, pourquoi pas. C'est-à-dire, c'est à nous de choisir 10 à 12 personnes, disons 13 quoi, pour avoir un chiffre impair, 13 ou 11. Et c'est ce cerveau-là qui doit réfléchir tout le temps sur la politique générale de l'État. La politique pour, disons, aider maintenant le gouvernement à développer le pays vers plus de développement et plus de justice à chaque fois. Plus d'éthique dans le comportement. C'est cela donc la vision de ce changement de système. Et cela nous amène à la 5e condition, la condition de réussite et bon fonctionnement de ce système. Ce modèle ne peut fonctionner qu'avec des dirigeants éthiques, compétents, à la fois solides techniquement et irréprochables moralement, de véritables bâtisseurs de la nation. Donc voilà, c'est comme un avion. L'avion est là, c'est la structure, mais il faut de bons pilotes. Il ne faut pas donner, disons, le pilote à une personne qui a trop bu de l'alcool. Parce que c'est là les conditions de réussite.
Donc voilà un peu les quelques messages qui ressortent de Christian Alternative. Et nous poursuivons tout le temps nos recherches là. Et nous avons déjà dressé avec le Parti chrétien Fiavanatiga une première ébauche de projet de constitution à partir de ces idées. Parce que c'est quoi la constitution? En fait, c'est comment écrire, mettre en œuvre. Quelles sont les applications de ces vérités fondamentales? Comment avoir des structures? Il y aura tout le temps, il y aura la justice, l'intégrité. Comment organiser le gouvernement pour qu'il y aura la sagesse? Comment organiser tout le pays pour qu'il y ait tout le temps l'unité nationale? Le sens du bien commun, c'est tout cela qui manque à notre pays aujourd'hui. Donc, après l'analyse de ces points faibles des 4 républiques, de ces manques de connaissances sur les 4 principales leçons qui ont émergé de l'étude de l'ouvrage Christian Alternative, on peut conclure partiellement, comme il est écrit dans Deutéronome 30:19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Aujourd'hui, c'est un tournant pour Madagascar. Le peuple malagasy se trouve aujourd'hui devant un choix décisif, soit le statu quo du régime présidentiel fort qui règne partout en Afrique, source de déclin et de division, ou une nouvelle voie, celle de la République collégiale décentralisée proposée par Christian Alternative. Choisissons la vie, choisissons la reconstruction, choisissons l'espérance. Et la parole de Dieu nous dit, est-ce que c'est possible? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7:14. Nous serons réconciliés avec le Dieu, le Créateur du monde et de l'univers, et je guérirai son pays. Et c'est là que Dieu va guérir ce pays, notre patrie, Madagascar.